professeur Eduardo vient de l'Institut Polytechnique du Mexique. Il est professeur en automatisme, en robotique on va dire. Il avait fait sa thèse en France, à l'Institut Polytechnique de Grenoble. Il a fait soutenir plus d'une vingtaine de thèses et plus d'une dizaine de brevets. Et donc aujourd'hui, M. Eduardo va nous présenter une plénière intitulée Transfert de technologie des universités pour financer des projets de recherche. Merci beaucoup, Issa, pour ton introduction. Merci à tous, merci au comité organisateur pour m'avoir invité. Ça me fait vraiment du plaisir d'être ici. C'est la première fois que je voyage en Afrique, l'Afrique du Nord, bien sûr. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Je vais vous parler d'un sujet sur lequel je travaille depuis pas très longtemps, malheureusement. J'ai découvert l'opportunité de ces mots magiques, transfert de technologie, il y a une dizaine d'années à peine. Mais dès que j'ai compris de quoi il s'agissait, à chaque fois que je peux, qu'on me donne l'opportunité, je parle de ça. Parce que je pense que ça aide beaucoup à valoriser le travail de recherche qu'on fait tous les jours dans les labos, dans les salles de classe. Et quelquefois, on les laisse comme une activité secondaire, alors que peut-être qu'on ne l'est pas. Ça, c'est vrai. Je vais vous parler de cette image. C'est très clair. Lui fait la recherche, mais ce n'est pas lui qui la commercialise. Il y a quelqu'un d'autre. Et assez souvent, celui-là, on ne les connaît pas, nous, comme chercheurs. On ne sait pas qui c'est. Alors, c'est impossible que les produits soient commercialisables. C'est impossible. Donc, il faut être en contact avec des gens qui connaissent notre langage, les langages techniques, les langages des équations, démonstrations mathématiques, et qui puissent faire la traduction aux gens qui ont les besoins et qui peuvent payer pour les produits ou les résultats que nous avons. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas ramener, nous, les résultats directement au marché. C'est presque impossible. Peut-être il y a quelques cas, d'ailleurs je vais vous présenter. Mais assez souvent, je ne sais pas si cela vous arrive, on va avec quelqu'un, un utilisateur potentiel de notre recherche, on va avec lui et nous on est capable de l'annuler en 10 secondes. On perd son attention très rapidement. Parce qu'on commence à lui parler des démonstrations mathématiques, d'expérimentations qu'on a fait, des statistiques, des lois, des commandes, de la théorie des numéros, des nombres complexes, etc. etc. Et lui, il s'amuse, il dit, oui, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que cela peut augmenter la productivité de ma société ou bien gagner d'autres marchés? Et il nous pose ces questions et nous, on ne sait plus quoi répondre. Parce que nous, on dit, c'est pas mon métier, c'est quoi un marché? C'est quoi un modèle? Est-ce qu'il y a un modèle dans le marché? Il y a un modèle statique, un modèle dynamique. Nous, on ne sait plus. Si on n'a pas cette personne-là, on est perdu. On peut faire des choses merveilleuses. Et d'ailleurs, on les voit ici, on a vu
beaucoup de présentations avec des sujets merveilleux, très avancés. Et de plus en plus avancés, avec des applications qui sont très claires, mais qui restent dans les universités et dans les congrès. Donc il faut que cela change, je pense. Je vais vous présenter ce sujet. D'abord, quelques mots à propos de mon université. Qu'est-ce que c'est le transfert technologique? Ça, c'est pas ma définition. C'est une définition qui circule par tout le monde. Comment est-ce qu'on peut lier le transfert de la technologie et la propriété intellectuelle? Quel est l'impact économique de cette liaison, transfert technologique, propriété intellectuelle? Comment est-ce qu'on peut faire? Qui sont les personnes qui vont traduire nos résultats dans des produits commerciaux? Et puis, quelques défis. Plutôt que des conclusions, je vais vous présenter des défis parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, quelques mots. Ça, on se connaît peu. On est des cultures très éloignées, malheureusement. Les distances, la langue. Il y a beaucoup de difficultés pour être ensemble. Merci pour m'avoir invité. Regardez, nous sommes là, au milieu. Ici, c'est l'Équateur. Nous, on dit qu'on est au nord. Mais les gens, quand on parle de l'Amérique latine, ils s'imaginent que nous, on est tous au sud. Non, il y a l'Amérique centrale, quand même. Nous, on dit que c'est là, c'est l'Amérique centrale. Et ici, il y a l'Amérique du Sud qui commence juste au niveau de la Colombie. Ça commence, c'est l'Amérique du Sud. Ça, c'est l'Amérique centrale. Et nous, le Mexique, les États-Unis et le Canada, c'est l'Amérique du Nord. D'ailleurs, on a un traité commercial entre les deux pays. Et on l'appelle un traité de l'Amérique du Nord. Ça, c'est juste pour avoir une idée. On est plus ou moins 11 fois la taille de la Tunisie, en surface et en nombre d'habitants. La ville de Mexico, la capitale, fait 20 millions d'habitants. 20 millions. J'ai suivi à Mexico et croyez-moi, c'est très compliqué de vivre. On parle espagnol, bien sûr, ce qui facilite l'apprentissage du français et être en mesure de nous communiquer. Il y a beaucoup de gens au Mexique qui parlent français. Ça, c'est les unités de mon université dans les pays. On a 90 unités, dont 23 ce sont des centres de recherche. Moi, je suis dans un centre de recherche. Ici, c'est la capitale, ça, c'est en dessous. Toutes les unités qui sont à la capitale, Mexico. Querétaro, de là où je viens, c'est ici. On a 17 000 professeurs, plus de 1000 projets par an, 350 000 étudiants et un tas de carrières. Master, doctorat. On a des collaborations partout dans le monde. L'Amérique du Nord, bien sûr, l'Amérique du Sud, l'Europe. Mais regardez là, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, là, il y a une opportunité. On n'a pas des accords avec l'Afrique. Du tout. Pourquoi? S'il vous plaît, ne me demandez pas. C'est pas ma faute. Qu'est-ce que c'est le transfert technologique? Il y a une définition. Mais d'abord, pour que ce soit, pour nous mettre d'accord, quelles sont les missions d'une université? Bien sûr, ça ce que nous on sait faire, la formation initiale et la formation continue. Après qu'ils ont terminé leurs études, les étudiants reviennent à l'université en tant qu'industriels pour continuer à apprendre et actualiser les connaissances. On a aussi, bien sûr, la recherche scientifique. Ça, c'est le dossier poli. Des fois, on donne plus d'importance à la partie formation qu'à la partie recherche. Quelquefois, ça dépend des professeurs. Il y a une deuxième partie
une troisième partie, que c'est les diffusions de nos résultats, pas uniquement ici, parce que ça c'est un moyen de diffusion, mais aussi vers la société. Alors, nous, on sait faire ça, on sait faire ça avec les devoirs qu'ont les étudiants, des travaux pratiques, et les heures d'études qu'ils font les étudiants dans sa maison ou à la bibliothèque, etc. Nous, on les fait au travers de salles de cours et récemment à distanciel, à cause du Covid. Ça, nous, c'est tous les jours, on fait ça. La recherche scientifique aussi, ça c'était tous les jours, à travers des projets de recherche, des expériences, des expérimentations qu'on fait dans les laboratoires, avec plus ou moins de succès, ça dépend des moyens, ça dépend des sujets, ça dépend de l'argent qu'on met dedans, mais on sait faire aussi. On a des très bons résultats, je le répète, ici on l'a vu. Je suis vraiment étonné de la qualité des travaux qui sont présentés par les étudiants en thèse. C'est très bien. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec la diffusion des résultats vers la société? Ça, hein, c'est nous. Ici, conférences, publication d'articles dans des revues. On sait faire aussi. Chacun ici parmi nous, entre nous, il y a, je ne sais pas, chacun publie une cinquantaine d'articles, une centaine dans notre vie. Ça, on sait faire très bien. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec les résultats vers la société? Et quand je dis la société, c'est public ou privé? Est-ce qu'on est en train de répondre aux besoins de ces deux secteurs? Est-ce qu'on tient en compte la propriété intellectuelle? Les résultats qu'on a ici, est-ce qu'on les protège? Parce qu'on ne peut pas faire un transfert de ce qui ne nous appartient pas. Et la seule façon de démontrer que cela nous appartient, ce n'est pas ici, c'est avec un brevet. Alors, ça c'est une définition qui est dans le site de l'ONU, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Transfert de technologie, ça veut dire transformer les inventions qui sont les résultats de nos projets scientifiques. Et regardez bien, ça c'est clé, un nouveau produit et service qui sert les intérêts de la société. De la société, pas les intérêts de nos équipes de recherche, ou des partis politiques, ou des gouverneurs. Non, c'est bien la société. Alors, normalement, c'est un processus à 6 étapes. Ça, c'est qui est indiqué quelque part, un peu partout dans le monde. Regardez. D'abord, on fait l'identification d'un problème. Après, on propose une solution à ce problème. On valide les concepts. On les protège. On fait une étude de marché et on les commercialise. Ce n'est pas exactement dans cet ordre. Pas forcément. Vous allez voir que ça peut bouger un peu. Je vais vous montrer un exemple. Peinture anti-rayon ultraviolet. Quels étaient les problèmes? Ça, c'était à mon époque. Les voitures terminaient comme ça. Au bout de 5 ans, 6 ans, il fallait mettre de la peinture encore parce qu'à cause des rayons UV, la peinture s'est abîmée. Ça devenait une couche blanche. Et ça, c'était impossible d'éliminer. Ça, c'était le problème. Le problème était clair. Et c'était un problème des millions de personnes. Des millions de voitures. Quelle est la solution qui a été proposée à ce moment-là? On va ajouter du verre de silicium à la peinture.
quelles sont les propriétés du silicium? C'est résistant au choc thermique. C'est transparent, complètement. Conductivité thermique minimale. Faible absorption des rayons UV. Et on a fait un mélange. Ça se présente comme ça dans la nature. Mais on peut le faire en poudre, microparticules, nanoparticules, aussi petit qu'on veut. Et l'idée, c'était de mélanger peinture conventionnelle, traditionnelle, avec le verre du silicium. Après, il fallait valider les concepts. On a testé, ils ont testé différents types de mélanges, composition, pourcentage de verre de silicium, de la peinture. On pouvait varier la taille de particules, etc. Ça, c'est des expérimentations courantes que nous, on connaît comment on fait, comment le faire. Mais normalement, on s'arrête là. On fait des expérimentations, les concepts, et les tests terminent. On rédige le tout. On démontre quelle est la meilleure formule, concentration de la silicium, la taille de la particule, la façon peut-être de les produire. On s'arrête, on publie une thèse, et la thèse, on la met. J'allais dire, on la met dans la bibliothèque, mais maintenant les bibliothèques, ça n'existe plus. Et on les met dans format digital, et en plus, tout le monde les connaît. Les résultats. Parce que nous, on ne cache rien. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On dit tout. Quand on nous pose la question, on dit tout. On dit tous les détails. Mais regardez que c'est coupé. Les cycles de transfert de technologie est coupé. On ne les fait pas exprès. C'est parce que l'étudiant, il doit terminer, il doit avoir son diplôme. Et nous, il faut passer à une autre chose. Mais qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui manque normalement? C'est valider la fabrication dans l'échelle industrielle. Pas uniquement faire un litre ou un demi-litre ou un petit échantillon de peinture. Non, non, non. Il faut faire plus. Il faut démontrer qu'on est capable de faire des litres et des litres et des litres pour que ça soit vraiment une solution. Et puis, amener les tout dans une situation réelle. Dans ces cas-là, on ne va pas attendre 5 ans pour regarder si la peinture est allumée ou pas. Non, on l'expose dans une salle de rayons UV. Faites que pour ça. On peut me dire, oui, ça coûte très cher. Oui, mais ça existe chez les fabricants de peinture ou les fabricants de voitures. Ça existe. Il faut faire des collaborations pour pouvoir l'utiliser. Et là, on complète la validation du concept. Après, il y a ça, protéger. C'est protéger un vrai. La formule de la peinture et les procédés. On peut faire deux brevets. Formule et procédé pour la fabrication de la peinture. Et ça, on ne le fait plus. Malgré qu'on a eu de très bons résultats pendant la thèse, on ne les fait pas. Et puisqu'on ne l'a pas fait, les marchés, c'est un mot presque interdit dans nos domaines. Quand on dit marché, nous, on ne sait pas ce que c'est marché. On ne connaît pas, je ne suis pas vendeur, je n'ai pas fait marketing. Je voulais être mécanicien, physicien, mathématicien, je ne voulais pas vendeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas de l'exemple de la peinture? Il y a deux possibilités. Soit on va directement vers les fabricants de peinture, ou bien on crée une société qui fabrique la peinture et la vend directement aux fabricants de peinture. Il y a les deux possibilités, il faut étudier laquelle correspond mieux à nos expectatives. Parce que créer une société, ce n'est pas facile. Et faire la compétition aux fabricants de peinture qui ont des années et des années dans les marchés, ça va être compliqué. Après qu'on a fait ça, on essaye de vendre, licencier les brevets, ou bien
de créer une société, compagnie, pour fabriquer la peinture. Regardez lequel est le plus simple. Ça, les cheminées, là, ça coûte cher. L'infrastructure qu'il faut mettre en place pour fabriquer nous-mêmes la peinture. Et en plus, on est prof. On ne va pas se mettre à faire. C'est changer de métier complètement. Alors, dans les cas des professeurs, je pense, mon ami, c'est intéressant. On licencie les brevets, c'est-à-dire on choisit ça, et on lui vend les brevets, on les licencie, comme ça, les brevets de la peinture, pour quelques années, avec quelques restrictions. Il faut signer un accord avec eux. Mais nous non plus, on ne sait pas signer des accords, on ne sait pas rédiger les accords, donc il nous faut un avocat qui nous aide à faire une rédaction correcte. Au bout d'un certain temps, vous allez voir que vous pouvez aussi rédiger les accords, parce que ça commence à être systématique. Alors, nous, je répète, ici, on s'arrête ici au milieu, on n'arrive pas. Alors, comme je vous disais au début, pour vendre quelque chose, il faut démontrer que cela nous appartient. Cela arrive avec des voitures. On ne peut pas vendre une voiture si on ne démontre pas que ça nous appartient. Et c'est la même chose avec les idées. On peut le vendre si on a un brevet. Si on démontre que c'est à nous. Dans ces cas-là, dans le cas universitaire, les titulaires est normalement l'école, l'université. Mais les inventeurs sont les professeurs et les étudiants, ceux qui ont participé au développement de l'idée. Alors, c'est pour cela que c'est important la propriété intellectuelle dans les écoles. Il faut que des fois on dit oui, les étudiants ne sont pas là. Je suis tout à fait d'accord, les étudiants ne sont pas là. Mais on commence par les profs. N'oubliez pas que les étudiants font exactement ce que nous on leur dit. Oui. Moi j'étais étonné la première fois, il y a une trentaine d'années, j'ai commencé à écrire des choses au tableau, j'étais prof, et puis les étudiants copiaient tout. Tous les mots que je disais, ils mettaient sur le cahier. Ils les prennent comme si c'était la loi. Alors, il faut d'abord que les profs, nous, on puisse faire les procédés complets de transfert technologique, avec quelques exemples, quelques résultats, bons ou mauvais. Il faut les faire. Et ils vont nous suivre. Ils vont essayer de nous imiter, de faire comme nous. Et ça va devenir un cycle naturel. Parce que si on dit aux étudiants, oui, rédiger des brevets, oui, allez vendre, oui, regardez les marchés, mais nous, on ne les fait pas, ils ne vont pas nous croire. C'est sûr. Alors, il y a plusieurs types de titres ou de façons de protéger les idées. On va regarder que trois qui sont les plus proches à ces communications. Il y a les brevets d'invention, les dessins industriels et les droits d'auteur. Les brevets, c'est une protection de 20 ans. On protège dans les pays où on a déposé les brevets. Il faut faire une démarche différente si on veut que ça soit protégé dans tout le monde. On protège, c'est des idées, ce n'est pas des marqués. Il ne faut pas regarder si vous savez un maths, si vous savez développer un prototype. Il n'y a même pas des équations là, dans les brevets. Il y a des simples et une explication comment ça fonctionne. Et nous, mécaniciens, nous savons faire ça. Très bien, on fait tous les jours. Nos étudiants, une fois par semaine, font des rapports comme ça. Et en plus, le langage est très clair. N'importe qui peut rédiger un brevet. Le langage est simple. Une pièce est connectée avec l'autre. Il y a un circuit qui contrôle les tout. Et tout est là à travers une plaque qui est branchée avec 4 vis, etc. C'est des choses simples comme ça. Ça, c'est un exemple que je viens de présenter, c'est le brevet du Delta, robot Delta, 90. Il y a aussi les dessins industriels, c'est tout ce qui est aspect esthétique, forme ou surface d'un produit.
cela est protégé pour 10 ans. Aussi, on a les droits d'auteur. Ça protège les œuvres littéraires ou sculptures artistiques, mais aussi les softwares. Les softwares. Et nous, on développe des softwares tous les jours aussi. Partout. On ne les protège jamais. Bon, presque. Alors, ça c'est des données statistiques. Ça vient du même source, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est les demandes, les dépôts des demandes dans le monde. Ça c'est l'Asie, ça c'est plutôt la Chine, le Japon, la Corée. Ça c'est l'Amérique du Nord, principalement les États-Unis. Ça c'est l'Europe, l'Allemagne, la France, principalement. Ça en orange, c'est l'Amérique latine et les Caraïbes. Ça c'est le brevet, et ça c'est des 5 modèles industriels. Ça en jaune c'est l'Océanie, l'Australie, le New-Zélande. Et regardez l'Afrique, tac. C'est une grande opportunité. Depuis mon point de vue, il y a tout à faire. Où est-ce qu'on peut regarder comment c'est le procédé, le processus, demander de l'aide même? Ils peuvent envoyer quelqu'un ici pour expliquer comment ça fonctionne, la propriété intellectuelle, si on s'adresse à eux directement, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il y a bien sûr des bases de données, chaque pays a des bases de données où on peut consulter les brevets, les industriels, les marques, etc. Ça, je vais vous laisser ça, c'est une base de données la plus complète, c'est la base de données de l'Europe, où on peut consulter facilement quels sont les brevets qui existent. Parce que quand on dépose un brevet, ce qu'on va nous demander, c'est s'il y a une nouveauté dans l'idée. Et pour être sûr, vous le savez bien, qu'on fait quelque chose de nouveau, il faut des références. Il faut montrer des références. Mais pas des références qui sont dans les articles. Il faut montrer des références qui sont dans d'autres autres brevets. C'est ça qui va intéresser. Des références des brevets. Et pour chercher ces références, on peut chercher selon la classification internationale des brevets. C'est comme ça, il y a toutes ces catégories. Par exemple, on peut regarder cette catégorie-là, Human Necessities, ou bien Performing Operators, Textile, Electricity, Physics. Si on regarde Human Necessities, il y a une subdivision, agriculture, foodstuffs, personal domestic articles, health, amusement. Si on regarde l'agriculture, on a aussi d'autres divisions. Il y a par exemple apparatus for the destruction of insects. Et là, on peut arriver à un moment donné où on peut regarder même les brevets, les dessins du brevet, la rédaction, pour regarder si ce que nous proposons comme invention, c'est proche ou pas. Quel est l'impact économique? Je vais vous montrer quelques exemples aussi. Ça, en 1967, aux États-Unis et Stanford, ils ont inventé un algorithme pour la synthèse des signaux FM. Cette invention, ils l'ont brevetée et ils ont licencié les brevets à Yamaha. Yamaha qui est manufacture d'équipes de son et lumière aussi, des appareils, des guitares, des pianos. 22, presque 23 millions de dollars. Les brevets. Un prof. Quelques profs, quelques étudiants. Ça, c'est le essuie-glace intermittent. Avant, c'était fixe la vitesse. Maintenant, on peut régler la vitesse. Cette invention a laissé à ce monsieur, parce qu'il a vendu ça, pas vendu, licencié, Ford et Chrysler, 40 millions de dollars. Lui.
Ça, c'est un exemple très connu de Gatorade. L'Université de Floride, États-Unis. Ce monsieur-là, maintenant il rigole. 1 milliard de dollars de royalties, paiement par le licenciement de son formule. Ça encore, 255 millions de dollars. C'est le premier, c'est un professeur qui a créé une molécule contenant de l'ADN de 2 espèces différentes. Cette recherche a fait le boom dans la partie génie génétique depuis là. Et il a reçu ça, son université a reçu ça de 155 millions de dollars. Au niveau des résultats, c'est l'université américaine, les universités du Royaume-Uni qui ont les meilleurs résultats. Ça, c'est Maryland University, qui n'est pas très large comme université, elle est plutôt moyenne. Regardez les nombres. Ça, c'est licensing income, c'est des royalties. 1 million de dollars. 2019, 1 million. Ils sont 44 brevets accordés cette année. 44. Une année. Bien sûr, il y a Stanford, regardez les chiffres. 45 millions de dollars revenus par des royalties, des brevets. En 2000, ça c'est 2017. 2017. 45 millions de dollars. Et ce ne sont pas les meilleurs. Regardez, la meilleure université aux États-Unis, ça fait 191 millions de dollars. Ça, c'était en 2011. Et Stanford n'apparaît même pas. Il y a l'MIT ici, la dernière place de ces 6 universités. Alors, une question. Est-ce que le processus que ces universités suivent, c'est linéaire, vraiment, comme ça, comme je l'ai montré? Où est le financement pour faire la recherche? Parce qu'assez souvent, nous on dit que le gouvernement ne donne pas assez de l'argent pour la recherche. Ça, je l'entends tous les jours. Ah, le gouvernement, les partis de droite, les partis de gauche, n'importe quel parti font la même chose. En réalité, c'est un cercle. Regardez. On identifie les problèmes, on propose une solution, on fait la validation du concept, on protège, on fait une étude de marché, on commercialise. Mais après, il faut développer les produits avec celui qui a acheté les brevets. Il ne faut pas l'abandonner. Non, il faut suivre. Le suivre pendant quelques mois, une année, pour regarder qu'il exécute les brevets comme nous, on l'avait dans la tête. Et après, l'argent, avec l'argent qu'on récupère de la commercialisation, on fait le financement de la recherche. Et là, la boucle est bouclée. Nous, on s'arrête là, valide les concepts. On ne fait pas ça. Au moins au Mexique, on ne le fait pas. Donc c'est cassé en deux. Ça n'évolue pas. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des... Ce qu'ils sont, les Américains et les gens du Royaume-Uni. Ils sont ce qui s'appelle Technology Transfer Office. Je ne sais pas si ça existe le nom en français. Oui. Un bureau de transfert de technologie. Ou valorisation de la recherche. Ça s'appelle plus ou moins comme ça. Quelles sont les fonctions? D'abord, c'est sensibiliser les personnels sur l'importance de la propriété intellectuelle et du transfert de technologie. C'est plus ou moins ce que je suis en train de faire. Mais ils le font en continu. Pas qu'une seule fois dans la vie, non, ils le font toutes les semaines. Après, ils doivent identifier les projets qui ont un potentiel d'être commercialisés. Il faut aller au labo des chercheurs. Il
faut aller dans les labos et poser la question à quoi cela sert, quel problème est-ce que ça résout, vous êtes dans quel niveau de la recherche, on peut faire production, fabrication industrielle avec les langages des chercheurs. Après, il faut simplifier pour les chercheurs le processus de dépôt des brevets. Parce que ce n'est pas compliqué à rédiger, mais ça met du temps à faire le procédé administratif. Il faut aller, une fois qu'on a le brevet, cette personne de l'Office de transfert de technologie, il faut qu'elle puisse avoir des contacts. Et c'est ça les professeurs profil, avoir des contacts à l'extérieur et comprendre les langages des chercheurs pour commercialiser, négocier et concéder les licences. Et puis partager les revenus. L'administration de l'école, l'université, les profs, les étudiants. Ici, c'est tout le monde gagne. Alors, quels sont les défis? D'abord, les enseignants. C'est eux qui doivent être sensibilisés les premiers. Et même, avant les étudiants, c'est les directeurs de l'école. D'abord, déjà. Parce que si lui, il est en train de regarder d'autres choses, ça va lui jamais, il va plus jamais intéresser. Les étudiants vont vous suivre, c'est sûr, croyez-moi. Si vous regardez, vous êtes en train de voir, essayez à marcher, regardez s'il y a combien de personnes vont utiliser les résultats de vos recherches. Ils vont faire la même chose. Il faut changer ou adapter les contextes de réglementation que vous avez dans votre école pour que cela puisse être vraiment intéressant pour les professeurs. Il y a des universités, surtout en Amérique latine, qui ne donnent pas de l'argent gagné en royalties aux professeurs. Alors, je suis désolé, mais si je ne gagne rien, pourquoi est-ce que je vais faire un travail de plus? Donc, si votre université, dans la réglementation, c'est écrit qu'il ne peut pas recevoir de l'argent de plus à son salaire, il faut changer. Il faut discuter, il faut changer ses lois. Il faut faire des recherches qui sont appliquées. Ça, c'est le concerne directement. Et ces projets doivent financer des projets de recherche fondamentaux. Il ne faut pas la laisser tomber non plus. Il faut faire les deux. Et ça, c'est compliqué. Mais ici, par exemple, il y a le football américain. Ça se joue aux États-Unis de l'âge de 600, 4 ans. On voit les petits avec les grands casques, comme ça. Et ils ont un problème de contusions, des coups très forts à la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe si nous, dans nos universités, nous sommes capables de faire la conception d'un casque pour réduire la force d'impact? On peut toucher un marché de 6 millions de jeunes qui jouent aux États-Unis. C'est le football américain. 6 millions, ça c'est la taille du marché. Il y a mieux. Parce que nous, on est des pays footballeurs, mais l'autre football, le soccer. Et là, imaginez une orthèse pour protéger les chevilles des joueurs. Ça, c'est la mécanique, c'est une science des matériaux. Il y a les marchés, 250 millions de joueurs. Ça, c'est la taille du marché. Et finalement, il y a aussi d'autres formes de transfert. Il y a le transfert de technologies, mais aussi le transfert de connaissances au moyen de la formation continue. Ou bien le transfert de services. Nous, on a des machines, ici, par exemple, pour mesurer la composition chimique d'une substance. Et on n'utilise que 4 heures par semaine. C'est-à-dire que c'est libre la plupart du temps. Il faut être capable de se faire payer un loyer par une société qui a besoin de cette machine pour tester leurs produits, leurs substances. Et on gagne de l'argent.
Voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Edouard, pour cette présentation très intéressante. Quelques questions? Question. Comment allez-vous accélérer un peu le passage de la recherche, vers ce qui est brevet et vers le marché? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse comprendre les résultats de ta recherche, qui fasse la traduction. En Amérique latine, c'est cher d'avoir des Transfer Technology Office, ça coûte. Mais il y a une office de transfert de technologie par État. Donc on a au moins une trentaine. Donc il y a peut-être 5 ou 10 universités qui vont aller vers cet office. Et eux, ils vont t'aider à savoir ou comprendre mieux quel est le marché où tu peux placer ton idée. Mais d'abord, il faut bien sélectionner des projets de recherche. Je sais qu'on a des recherches qui ont une continuité dans le temps. On a fait ça dans notre thèse. On l'a fait comme un étudiant. On a regardé qu'il y avait des voies aussi qui n'étaient pas très approfondies. Et on les propose pour nos étudiants aussi comme des thèses. Et après, à leur tour, eux-mêmes, ils vont proposer la même idée à leurs étudiants. Et voilà, ça va à l'infini. Donc, la première idée des recherches, les sujets de recherche, c'est clé. Il faut que ce soit vraiment un problème pour beaucoup de monde. Et ça, il faut bien choisir les problèmes. Et les problèmes, il y a partout. En gros, des commenceurs, un accélérateur. C'est-à-dire qu'il faut un accélérateur pour voir identifier les projets. Et ça, c'est l'intégration des entreprises. Ça, il faut ce qu'on appelle les incubateurs. Mais ça, c'est quand on veut créer une entreprise de zéro. Mais on n'est pas là. Nous, on n'est pas là. Et ça, c'est compliqué, ça coûte trop cher. Il faut penser aux licences des brevets. Il faut penser à vendre les brevets à quelqu'un qui est déjà dans le marché.